Ben c'est ça, c'est qu'on est rentré dans un contexte où, en général, les gens sont assez peu intéressés par la politique, mais quand il arrive des crises, il y a une attention soudaine qui est accordée à la chose politique. Et donc là, l'élection canadienne s'est un peu transformée en un genre de référendum anti-Trump, d'une certaine manière. Et donc là, toutes les phrases préconçues sont arrivées dans l'opinion publique et on les entendait répéter. Ah, M. Carney, il a un beau CV, c'est un homme d'expérience, etc. Ce phénomène-là était extrêmement puissant en Ontario, par exemple. Ça a été un peu une surprise. Plein de gens avaient comme le cliché de dire « Ah, les anglophones sont plus flegmatiques, sont terre à terre. Nous, on est latins, on est un peu émotifs. » Je pense qu'on s'est aperçu que les Ontariens étaient extrêmement émotifs aussi. Là. Donc, de transformer des sports en espèces d'événements politiques aussi, des matchs de hockey, des matchs de baseball qui deviennent comme des événements très importants au niveau du nationalisme. Donc aujourd'hui, on est avec François Fournier. Vous le connaissez également sous le nom de Frank, le dédomiseur. Il a une maîtrise en philosophie. Il est également chroniqueur à Radio X ainsi que podcasteur à Yann et Frank. Et aujourd'hui, on est ici pour parler de son livre NPC, qui est un essai sur la fabrication du conformisme. François, j'aimerais savoir, premièrement, pourquoi vous avez décidé de faire un livre qui s'appelle le NPC? Bien, en fait, originellement, c'est des auditeurs qui m'ont appris. En fait, on pense qu'on apprend des choses à notre auditoire, mais il nous apprend des choses aussi. Et c'est un auditeur qui m'a appris initialement la signification de ce terme-là, qui est le non-player character, qui a une figure qui origine des jeux vidéo, en réalité. Et donc, dans un jeu vidéo, le non-player character, c'est quoi? C'est tous les personnages qui ne sont pas contrôlés par le joueur, la personne qui joue. Et donc, c'est une analogie qui est apparue dans des forums sur Internet, des plateformes comme Reddit, pour exprimer le fait que dans la scène politique, il y a plein de gens qui interagissent et qui parlent et qui s'expriment, mais en fait, ils ont une connaissance très limitée, très sommaire de la politique. Et là, ils utilisent toutes sortes de formes de phrases prêtes à penser pour justement s'exprimer. Et la dernière élection fédérale a été comme un révélateur pour moi. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être le temps de faire quelque chose. Au départ, ça devait pas être nécessairement un livre. Je pensais faire peut-être quelques podcasts. Et finalement, j'avais assez de matériel. Je me suis dit, je vais faire un livre. Comment vous l'expliquez, justement, la dernière élection fédérale par rapport à ce que vous avez été capable de couvrir dans votre livre? Bien, c'est ça, c'est qu'on est rentré dans un contexte où, en général, les gens sont assez peu intéressés par la politique, mais quand il arrive des crises, il y a une attention soudaine qui est accordée à la chose politique. Et donc là, l'élection canadienne s'est un peu transformée en un genre de référendum anti-Trump, d'une certaine manière. Et donc là, toutes les phrases préconçues sont arrivées dans l'opinion publique, mais on les entendait répéter. Ah, M. Carney, il a un beau CV, c'est un homme d'expérience, etc. Et donc, ça m'a particulièrement intrigué, puis c'est pour ça que j'ai écrit notamment le livre pour essayer modestement de l'expliquer. Mais je pense que il y a une grosse partie de cette élection-là qui est un peu explicable par les pistes que je donne dans le livre, au même titre que ça l'était pendant la période de la pandémie, c'est-à-dire des moments politiques où il y a un gros sentiment d'anxiété dans la population parce qu'il y a une crise, où on perçoit qu'il y a une crise. Dans le cas des États-Unis, c'est peut-être plus une perception parce que, bon, au départ, ça ne changeait pas grand-chose dans la vie des gens, mais ça fait remonter un sentiment anxieux dans la population, ça fait remonter des craintes, ça fait remonter des prises de position qu'on n'était pas habitué d'entendre, comme par exemple un nouveau nationaliste canadien qui n'avait jamais été vraiment présent. On vivait plutôt dans un pays où qu'on nous disait post-national, il faut déboulonner des statuts, le nationalisme c'est un peu vu comme arriéré, et là tout d'un coup c'était on ressort l'hymne national, on ressort les figures de Johnny MacDonald qu'on voulait déboulonner 2 semaines avant, et là tout d'un coup c'était comme le concours de qui allait être le plus nationaliste. Même le NPD était devenu nationaliste, là. Donc c'est ce qui m'a intéressé, c'est ces dynamiques-là qu'on a observées dans les élections, puis qu'on va forcément observer dans les prochaines années aussi. Si on retourne dans un contexte référendaire, par exemple, si le Parti québécois est réellement élu, on va revoir ces mêmes choses-là. Mais en réalité, en 1995, quand les gens fédéralistes disaient « si vous votez pour le non, vous allez perdre vos rocheuses », c'est la même chose que ce que je décris là-dedans, des espèces de pensées un peu irrationnelles, un peu émotives, qui finalement finissent par définir l'agenda politique. Est-ce que vous diriez que le sentiment, justement, ce conformisme-là est plus présent ici au Québec que le reste du Canada?
C'est difficile à dire, ça, parce que je pense qu'il est probablement également réparti dans toutes les sociétés, mais il se manifeste de manière différente. Donc, comme c'est notre culture, comme c'est on vit ici, on est à même peut-être de plus le constater parce qu'on s'en rend compte. Mais je pense que l'élection canadienne a montré que ce phénomène-là était extrêmement puissant. En Ontario, par exemple, ça a été un peu une surprise. Plein de gens avaient comme le cliché de dire « Ah, les anglophones sont plus flegmatiques, sont terre à terre. Nous, on est latins, on est un peu émotifs. » Je pense qu'on s'est aperçu que les Ontariens étaient extrêmement émotifs aussi. Là. Donc, de transformer des sports en espèces d'événements politiques aussi, des matchs de hockey, des matchs de baseball qui deviennent comme des événements très importants au niveau du nationalisme. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est particulièrement québécois, même si on peut l'observer ici, puis on pourrait rentrer dans tous les détails de est-ce qu'il y a certains aspects ici qui sont plus prononcés, notamment par un manque de diversité médiatique. Tout ça, je pense que oui, mais c'est des phénomènes qu'on observe ailleurs. Comment qu'on l'explique, justement, ce phénomène-là de conformisme, là, de vouloir vraiment fitter, d'aller avec le statu quo? Bien, il y a c'est ça que dans le livre, j'essaie de donner plusieurs pistes d'explication, puis ce que je dis, c'est que il n'y en a aucune qui explique tout. Donc, c'est comme un amalgame de plusieurs pistes différentes qui permettent d'avoir un portrait. Mais c'est sûr que si on prend le plan plus psychologique, c'est clair qu'il y a une volonté chez une partie des gens d'être tout simplement acceptés de leur milieu, puis ça les amène à adopter des positions que les autres ont. On disait qu'il y avait une maison de sondage aux États-Unis qui avait fait le test suivant à un moment donné. C'était au lieu de demander aux gens pour qui ils vont voter, on leur demandait pour qui pensez-vous que votre voisin a voté. Et là, à ce moment-là, les résultats étaient beaucoup plus proches de la réalité. On avait un autre portrait parce qu'il y avait plus pour les gens le sentiment de dire, d'avouer, dans le fond, des choses qui peut-être les feraient mal paraître socialement. On veut pas dire qu'on a telle opinion. J'en parle aussi dans le livre à un endroit. Il y a une autre maison de sondage qui avait déterminé que chez une bonne partie de l'électorat démocrate américain, lorsqu'on les sondait sur des questions comme par exemple l'immigration, ils répondaient pas réellement l'opinion qui était la leur. Il fallait les questionner de manière détournée parce qu'ils répondent la position qu'ils pensent qu'on s'attend socialement à ce qu'ils aient. Donc, ils répondent, mais... donc, on voit que même lorsqu'on sonde des gens, dans l'anonymat le plus total, ils répondent des choses qui sont quand même politiquement acceptables. Et donc, ça en dit long aussi. Puis évidemment, tout l'aspect social, parce qu'il y a la psychologie, évidemment, mais il y a l'aspect social, les particularités de toutes les sociétés. On parlait du Québec tantôt. Dans le livre, je parle du fameux livre qui remonte maintenant aux années 70, mais qui est encore actuel, sur les 36 cordes sensibles des Québécois, où on explique que, le Québec, on a une origine particulière, une origine terrienne, une origine catholique, tout ça. Puis il y a certains comportements qu'on a qui remontent à notre culture assez loin. Et ça, ça dicte encore comment on se comporte aujourd'hui. Donc, il y a une des fameuses cordes, entre autres, ça s'appelle l'esprit moutonnier. Donc, c'est quand même pas sans lien avec ça. Donc, c'est comme un peu inscrit, si tu veux, dans comment ça fonctionnait même au départ de la Nouvelle-France, là, pour survivre. Donc, on arrive ici, c'est des terres extrêmement arides, il y a l'hiver. Pour survivre, est-ce que dans une position de survie, t'es mieux de faire comme les autres ou d'être toujours un peu le mouton noir? Non, t'es mieux de faire comme les autres. Donc, c'est une autre piste que je donne dans le livre. Je dis, il y a un aspect rationnel à faire ça. Je dis pas que c'est complètement con de faire comme les autres. En réalité, non. Dans certains cas, ça peut être un instinct de survie, ça peut être pour même instinct de survie dans le monde contemporain, survivre au sens de préserver son emploi, préserver son statut social. Donc, avant, c'était juste survivre à l'hiver, survivre aux ennemis, mais maintenant, c'est survivre socialement d'une certaine manière. Fait que c'est tous ces mécanismes-là, je pense, qui expliquent pourquoi les gens, finalement, finissent par adopter les opinions, les comportements des autres. Là. Parce que vous êtes très critique du modèle québécois. On le voit souvent sur les réseaux sociaux. En échange, vous recevez beaucoup de personnes qui soit sont fâchées, soit qu'ils vous envoient des insultes. Juste récemment, j'ai eu le malheur ou l'honneur de dire qu'on avait un modèle québécois en déclin et ça m'a valu plusieurs insultes incroyable. Qu'est-ce qui fait que, justement, au Québec, essayer juste de donner une critique du système amène ces gens-là à avoir une réponse extrêmement démesurée, en fait?
Bien là, je pense qu'on tombe dans ce qu'on appelle les vaches sacrées. Là. Donc, dans chaque société, je pense qu'il y a des choses qui deviennent comme des vaches sacrées. T'sais, aux États-Unis, c'est la Constitution. Chez nous, ça peut être le système de santé, un certain nombre de... Maintenant, la laïcité, depuis quelques années, c'est devenu une genre de forme de religion, si on veut. Donc, c'est difficile d'aller en porte-à-faux de ça sans se faire dire qu'on fait fausse route. Mais je pense que du moment que vous commencez à remettre en question des vaches sacrées, c'est clair que vous allez vous attirer des insultes parce que la position conformiste de base, c'est de souscrire à ces trucs-là en disant, ben oui, c'est comme ça, c'est bien, la Révolution tranquille nous a sortis de la grande noirceur, puis c'est comme ça qu'il faut vivre, puis tous ceux qui critiquent ça, c'est des gens qui aiment pas le Québec, qui sont contre le Québec, alors qu'en réalité, je veux dire, on peut très bien critiquer la social-démocratie qui a émergé à partir des années 60 et être un fier québécois ou même nationaliste. Là. Il y a pas le fait de faire une adéquation entre les deux, ça aussi, c'est une forme de conformisme qui refuse la critique, qui refuse la remise en question. Mais une société saine, on est supposé de remettre en question des biens fondés. Là. Le Québec a existé avant 1960 et il existera après la période actuelle. Puis on peut critiquer tout ça, je pense, sans se faire... Sans que ça veuille dire qu'on n'aime pas la société, qu'on méprise les Québécois, tout ça. Là. Est-ce que vous avez regardé un petit peu le côté historique? Est-ce que, justement, le phénomène NPC, le phénomène, justement, du conformisme, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau ou ça a toujours été? Je pense pas que c'est quelque chose qui est nouveau. L'aspect historique est moins abordé dans le livre, même si je le fais un peu. Mais je pense pas que c'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est comme les nouvelles technologies, puis le nouvel environnement comme numérique qui fait comme exacerber ces choses-là. Là. Parce qu'aujourd'hui, des phénomènes de mode, parce que c'est un peu ça, dans le fond. Pourquoi les gens adoptent les opinions des autres? Parce que c'est des opinions qui sont populaires, c'est des opinions qui sont partagées par un grand nombre, donc qui se répandent par effet de mode. Mais dans un monde... T'sais, si on remonte à l'exemple que je donnais du Québec d'avant, si on est dans un monde rural avec des maisons séparées d'1 kilomètre les unes avec les autres, c'est plus long avant que des opinions se répandent, avant que tout le monde se mette à répéter les mêmes choses. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir une vidéo qui tombe dans un bon pattern de l'algorithme, elle est vue 600 000 fois en l'espace de quelques heures, et là, ce truc-là se répand très, très, très rapidement. C'est le principe des rumeurs... notamment. Donc, je pense que ce qui change dans notre époque, c'est un peu ça. C'est qu'on a des amplificateurs. Les médias peuvent jouer ce rôle-là aussi, mais je pense que les médias sociaux sont vraiment quelque chose de nouveau dans l'équation. Il n'y avait pas ça. Je te parlais tantôt des phrases que les gens disaient en 1995, mettons, dans le cadre du référendum. Imaginez la même chose, mais dans le contexte avec les réseaux sociaux, avec les vidéos TikTok, avec ce genre de choses-là. On ne sait pas, en fait, quel chemin ça peut prendre. Quelqu'un peut dire un truc. C'est aussi ça, aussi, je parle de la cancel culture dans le livre. Ça aussi, c'est des manifestations de phénomènes de conformisme où tout d'un coup, tout le monde est outré de quelque chose, mais on ne sait pas trop pourquoi. Ah, Guillaume le Métivier, j'ai dit telle affaire, c'est un malade. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je sais pas trop, là, mais j'ai vu que c'était controversé. Puis là, les gens réagissent à ça, puis à un moment donné, les employeurs sentent qu'il y a une pression, on tire la plug, comme on dit en bon québécois, puis la personne perd son emploi ou perd ses contrats. Mais au final, c'est quelque chose qui ne serait pas possible dans l'ancien monde. Sans réseaux sociaux, sans médias en continu. Si on est en 1960, il n'y a pas de cancellation. Il y a 3 personnes qui ont vu peut-être la mauvaise blague en personne et se sont dit, bon, OK, fin de l'histoire. Mais le monde moderne où tout est interconnecté, lui, il amplifie ce phénomène-là. Donc, pour répondre à la question, c'est ça. Ça a toujours existé, mais je pense qu'on est dans une phase où c'est plus exacerbé à cause de ça. Est-ce que vous avez justement exploré les conséquences ou l'impact à long terme si justement ce phénomène-là continue à s'exacerber à ce rythme-là? Bien, moi, ce que je dis dans le livre un peu, c'est que le danger de ça, c'est comme la perte d'esprit critique, puis le fait que les gens, plutôt que de réfléchir par eux-mêmes, dans le fond, ils se laissent juste emporter par des vagues, puis là, c'est un peu... Autrement dit, la pensée devient comme des objets. Les idées deviennent comme des objets de consommation. Les objets de consommation. À un moment donné, tout le monde devient un objet qui devient à la mode. Tout le monde veut en avoir un, que ce soit n'importe quoi. Bien là, à un moment donné, cette idée-là devient à la mode. Tout le monde veut penser, tout le monde pense ça. Ça se répand un peu comme ça. Fait que le danger, c'est ça. C'est que si on vit dans un monde où les gens n'ont pas développé d'esprit critique puis n'ont pas appris à remettre en question un certain nombre de choses, bien, ils sont susceptibles d'être comme embrigadés là-dedans. Là.
Je pense que l'exemple de la pandémie, c'est un des plus frappants, là, avec les « ça va bien aller »,« qui aurait fait mieux », puis toutes ces affaires-là, c'était du prêt-à-penser. C'était même des formules que, pour certaines, ont été préparées par des firmes de com', là. Ça va bien aller avec l'arc-en-ciel. Ça, il y avait une stratégie de com' du gouvernement en arrière de ça. Et peut-être qu'ils ne pensaient pas que ça allait fonctionner autant que ça, mais ça a fonctionné. Mais ça peut difficilement fonctionner dans une population où des gens ont été habitués à dire crois pas nécessairement tout ce que tu vois, réfléchis, pense par toi-même, consomme aussi. Si je donne des pistes à la fin du livre, j'invite les gens, je pense, à réfléchir à ça. Si on se voit comme quelqu'un de droite, ça fait pas de mal de lire des livres de gens qui viennent plus de la gauche et vice-versa. Ça nous aide à nous former l'esprit, ça aide à comprendre comment les autres pensent. Parce qu'il y a beaucoup de gens vivent dans une espèce de silo, puis ils pensent que s'ils sont de gauche, je pense que les gens de droite sont tous des fous. Puis s'ils sont de droite, je pense que les gens de gauche sont tous cinglés. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Puis, je disais, l'aspect des réseaux sociaux, c'est ça le plus gros danger. C'est que, comme ils se créent justement des silos, des chambres, d'aucuns appellent ça des chambres d'écho, c'est encore plus renforcé. Donc, c'est pas juste pas lire des livres ou pas lire des journaux ou pas voir de documentaires de gens qui pensent pas comme nous. C'est être en permanence exposé à des gens qui nous renvoient une espèce de miroir. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Donc, ça, c'est un danger, là. Je pense que c'est un danger. Donc, moi, c'est ça que je dis dans le livre. Il faut comme se prendre en main. J'ai pas de grande solution. Il faudrait que le gouvernement fasse ci, fasse ça. Il faudrait que l'école... Moi, j'y crois moins à ça. Je pense que c'est comme une responsabilité individuelle. Je pense que les gens doivent juste se prendre en main. S'ils ont des enfants, ils doivent réaliser que c'est à eux autres de les élever. Ils doivent pas attendre « Ah, il faut que le gouvernement apprenne à mon enfant à comment penser. » Ça n'arrivera pas, là. Le gouvernement, ils vont instrumentaliser l'école pour véhiculer toutes sortes d'idéologies. Si c'est les libéraux, ça va être le multiculturalisme, l'éthique et culture religieuse. Si c'est les péquistes, ça va être le nationalisme canadien-français. Mais il ne faut pas attendre après ça pour former les plus jeunes. Il faut soi-même faire son travail, finalement. S'il y a des gens qui veulent justement se procurer votre livre NPC, c'est où est-ce qu'ils peuvent le... Sur Amazon, essentiellement. Quand on fait des petits événements, j'en vends quelques exemplaires, mais sur Amazon, ils peuvent se le procurer très facilement. C'est livré rapidement. Donc, c'est là que c'est le plus facile. Comme vous savez, Rebelle News ne reçoit aucun argent du gouvernement. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire un don via rebelfieldreports.com.